seule en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Oser. Une rencontre entre deux compétitrices océaniques. Le moment n'est plus aux hésitations. Dans très peu de temps, Isabelle va s'élancer à travers les océans pour le Vendée Globe, que l'on surnomme aussi l'Everest des mers. Un peu plus loin, dans un autre bleu, une autre grande compétitrice va prendre une très grande inspiration et plonger dans les profondeurs marines, en apnée. Alice Modolo a déjà été championne de France et vice-championne du monde, mais ce qu'elle prépare, son aventure de vie à elle, c'est la fameuse barre des 100 mètres. Ouais, salut. Enchantée, Isabelle. Improbable, je vous imagine, j'essaye de dessiner vos visages. C'est assez marrant de vivre cette expérience. Il faudra que vous vous voyez en vrai. Hein. Ouais, c'est clair. Ah oui. Quand on ne sera pas en mer toutes les deux. C'est ça. Alors où es-tu ? Alors moi je suis en Grèce, à Kalamata. C'est au sud du Péloponnèse. Je suis donc dans la mer, je plonge dans la mer Méditerranée. Elle est à peu près à 28 degrés. C'est censé être des conditions meilleures. Il me faut encore du temps pour m'adapter. Donc je suis encore dans cette phase d'adaptation et d'acclimatation d'avoir changé de Méditerranée. Et qu'est-ce que tu prépares ? Alors là, je prépare cette descente et remontée des 100 mètres. Je rêve de descendre et de remonter de 200 mètres de profondeur. C'est un rêve vraiment qui m'anime au plus profond de moi. Et c'est des moments où j'ai l'impression où le temps s'arrête, je m'épose et c'est un moment où je vais m'exposer, où je suis... vraiment, c'est une mise à nu et je vais aller explorer mes failles, mes forces. Et donc, c'est des périodes où je me sens assez forte et assez vulnérable aussi puisque je me sens sans filet. Voilà. À chaque compétition, c'est différent. À chaque compétition, on s'expose à 200%. Et donc, on ne sait pas en fait. On ne sait pas dans quel état on va être. On ne sait pas si on va réussir à surmonter cette zone d'inconfort qu'on peut appeler un peu une zone de panique, qui est le passage obligé pour atteindre la zone magique, la zone où vraiment où on excelle, où on se transcende, où on révèle son meilleur potentiel. Les 100 mètres, pour moi, c'est un chiffre mythique et extrêmement important, et à la fois, c'est un prétexte. Moi aussi, en fait, pendant que je t'entendais, Alice, je me disais, je me voyais moi sur mon bateau et je me disais, l'inconfort. La différence, c'est que moi, c'est sur la durée et que l'issue, elle prend des semaines et des semaines finalement. Et que peut-être chez moi, ça passe de moments d'inconfort à des moments où ça va mieux, ou même je peux vivre des moments d'extase et puis boum, ça rebascule en fait. Et il y a facilement des hauts et des bas, je pense, et surtout dans le parcours que je vais faire. Et ce qui me parle aussi, c'est... Tu as parlé de vulnérabilité et d'exposition.
pour moi, en fait, il y a un départ du Vendée Globe. Il y a pas plusieurs tentatives, en fait. Il y en a un. Et il y a une chance d'aller au bout. Et de ce point de vue-là, je me sens aussi très exposée. Parce que moi, mon objectif, c'est d'être dans le match sportivement, mais c'est surtout d'arriver au bout. Et autant, j'ai pas du tout peur de pas être dans le match. Là-dessus, j'ai confiance en moi. Je sens que j'ai les capacités, j'ai la niaque, mon bateau est extra. Autant, est-ce que je vais arriver au bout? Mais ça, c'est bien sûr dans mon histoire, en plus, c'est légitime, hein. J'ai eu déjà plusieurs échecs. Ça reste un point d'interrogation. Et du coup, je sais que ça va être une question qui va m'accompagner en fait pendant tout le tour du monde. Ouais, ça me parle beaucoup parce qu'une fois que je pars sans respirer sous l'eau, pareil, c'est un long chemin. Chaque seconde doit être vécue pleinement, exécutée proprement, à la perfection même. Et souvent, quand on oublie voilà l'échéance, quand on oublie l'objectif et qu'on est dans ce déroulé, tout se passe pour le mieux. Et c'est tout le challenge, pareil, d'une descente en apnée à ces profondeurs abyssales où justement, voilà, on est livré à nous-mêmes, on est seul, sans assistance, sans accompagnement et on doit se révéler. Et je pense que ça m'évoque beaucoup ça quand tu dis, Isabelle, que tu pars et tu vas avoir des hauts et des bas. Il y a combien de personnes qui sont descendues en dessous de 100 mètres? Combien d'hommes, combien de femmes? Ça, c'est une très bonne question. Il y a quand même maintenant pas mal d'hommes, mais en femmes, dans le monde, il y en a une bonne dizaine, mais pas plus. Il y a 6 femmes qui partent cette année pour le Vendée Globe. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, sachant que je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a 7 femmes qui ont terminé le Vendée Globe. Donc, on va presque doubler les effectifs. Isabelle, en solitaire, ça veut dire quoi? En solitaire, ça veut dire d'avoir autour de moi les éléments, d'avoir le vent, les vagues, et rien d'autre. Ça veut dire de ne pas parler, ou du moins je me parle à moi, je parle à mon bateau, mais finalement c'est très peu. Et de ne pas parler pendant des jours et des jours, ou très peu. Bien sûr, je serai amenée à échanger avec l'équipe technique à terre, avec des médias, avec l'organisation du Vendée Globe. Mais ça, c'est des petits moments dans la journée. Et moi, je me rends compte que vraiment, j'aime bien ce côté je pars, il y a quelque chose de très silencieux. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et les journées se succèdent comme ça, et en fait, j'aime bien. Après, plus de 75 jours de solitude, moi, j'ai jamais vécu ça. Et autant je me considère comme une solitaire, autant je suis sûre qu'il va y avoir des moments difficiles, parce que je suis aussi quelqu'un de très sociable. Et c'est facile de se décréter solitaire quand on part quelques jours, quelques semaines, sauf que là, ça va être long. Donc en soi, déjà, ça va être une épreuve, mais j'ai vraiment envie de la vivre aussi dans cet état d'esprit, de voir qu'est-ce que c'est pour moi la solitude, parce que c'est un mot aussi derrière lequel on met chacun ce qu'on veut bien y mettre. Et moi, je sais qu'en mer, je me suis sentie seule parfois, mais c'est très rare. En fait, en mer, je me sens, je sais pas, je me sens tellement vivante que je me sens pas seule. Ça, c'est un truc, c'est assez paradoxal, mais quand on se sent vivant, il n'y a pas besoin d'être accompagné, il n'y a pas besoin d'avoir du monde pour valider que ce qu'on vit, c'est juste magique. Et du coup, pour l'instant, ça ne me fait pas peur. C'est vrai que le moment où j'ai envie de dire que je me sens seule, c'est le moment de transition, où je suis encore entourée d'humains autour de moi, et qu'il y a un brouhaha, le décompte qui résonne dans ma tête, je suis allongée à la surface de l'eau. Et c'est ce moment-là où je ressens le plus de solitude. Je suis seule avec mon souffle et il faut que je me débrouille parce que c'est maintenant.
Et une fois que je bascule, très vite, il se passe quelque chose où comme disait Isabelle, assez rapidement, on se sent extrêmement vivant, parce qu'extrêmement alerte. Et quand on est au fond, c'est le moment où je me sens le plus vivante, quand j'arrive à l'objectif annoncé. Il y a quelque chose il y a un relâchement qui se fait. Mon corps s'apaise complètement, je me laisse complètement lever par la pression, je me sens enlacée en fait. Et c'est le moment où je me sens le plus vivante, au fond. Et après, je remonte et c'est un peu un moment où j'ai hâte de dire ce que j'ai vécu et de le partager avec les êtres humains qui m'attendent à la surface. Mais voilà, le moment de solitude, il est à la transition, juste au moment de partir, quand il faut oser. Isabelle hoche de la tête. Ouais, alors c'est vrai que là vraiment, Alice, je te rejoins entièrement. C'est le moment du départ et je vis ça vraiment, mais pareil, c'est-à-dire que au moment du départ, ce qui est dur, c'est d'abord il faut dire au revoir aux gens sur le ponton. Il faut voilà larguer les amarres. Là, il faut faire coucou à plein de gens qui sont là, qui m'encouragent. Ça, là, je sais que j'ai un peu la boule au ventre à ce moment-là. Et puis après, il y a toute la phase de départ sur l'eau où il y a des proches et il y a évidemment toute mon équipe technique qui m'accompagne sur des zodiacs, donc des petits bateaux. Et là, souvent, ils m'accompagnent pendant 1 heure, des fois 2 heures, au tout début du parcours. Et il y a un moment où ils me disent, bon ben, nous, on rentre, et toi, tu continues ta route. Et le moment où le dernier zodiaque fait demi-tour, là, il y a quelque chose de... Ça y est, je suis toute seule. Et pour moi, c'est clair, là, il y a un moment qui est un peu un déchirement. Et ça me fait, voilà, j'ai toujours un petit nœud dans le ventre à ce moment-là. À la fois, je suis soulagée parce que ça veut dire que le départ s'est bien passé. Ils peuvent me laisser seule, ça veut dire quand même que tout va bien. Et en même temps, c'est là que ça démarre et ils sont pas loin. Et une fois, c'est vrai, une fois passée la première nuit, je trouve que c'est autre chose qui se met en place. Et sinon, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même un moment où je peux me sentir très très seule. C'est quand j'ai une avarie et qu'il faut réparer. Et là, ça c'est quelque chose qui est... À bord d'un IMOCA, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Vraiment, c'est un sport mécanique, la voile. Et très régulièrement, il y a quelque chose qui casse. Et quand quelque chose casse, eh bien, il faut que je réagisse très vite avant que ça tourne à la catastrophe. Et la catastrophe ultime, c'est que le bateau puisse pas continuer la course. Et là, souvent, je me sens très seule. À ce moment-là, il y a vraiment un moment de solitude où j'aimerais tant qu'on puisse m'aider pour surmonter l'épreuve. Parce que c'est une épreuve. Et là, je vois bien que je suis seule. Parce que j'ai mes quelques outils, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. Et parfois, je voudrais bien être plus grande pour attraper la baume. Ou je voudrais bien avoir plus de force. Et ces moments-là, ça, c'est des moments quand même assez durs. Quand Isabelle évoque ces problèmes d'avarie sur le bateau et qu'elle doit réparer, moi, pour le coup, c'est à mon échelle, c'est sur mon corps en fait. C'est sur mon corps, je vais faire une erreur technique qui est... J'ai même pas des secondes, c'est des millièmes de secondes pour réagir. Ça doit être instantané, je dois même pas y réfléchir. Dès que je m'aventure dans une faute technique, il faut que mon corps sache automatiquement rebondir, sinon la sanction elle est extrêmement rude. Par exemple, pour préserver nos poumons de la pression qui est extrêmement importante et pour éviter tout œdème pulmonaire, on ne doit plus, à partir de 30 mètres, aller chercher de l'air dans nos poumons. Et donc, on va faire une réserve d'air dans nos joues, comme un hamster, en fait. On remplit nos joues d'air, on fait basculer l'air de nos poumons à nos joues. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on ferme notre glotte. Et notre glotte ne doit plus jamais s'ouvrir. Surtout
quand il y a un appel d'air qui se fait de la part des poumons, puisque comme on a vidé nos poumons, ils ont envie d'être re-remplis de nouveau. Donc ils tirent sur cette glotte. Ils tirent sur cette glotte pour l'ouvrir. Et en même temps, on a cette réserve d'air dans la bouche et on doit l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'on doit envoyer de l'air en exerçant une pression sur nos joues, envoyer donc cet air au niveau de nos tympans pour compenser, pour équilibrer nos tympans au fur et à mesure de la descente. Et il se peut que si on n'est pas relâché ou si on perd un peu d'attention, la porte s'ouvre, on perd tout l'air qu'on a mis en réserve dans notre bouche et la plongée s'arrête instantanément. Et on est obligé de tourner avant l'objectif. Si j'ai plus d'air, pour compenser mes oreilles, je ne peux plus descendre. Voilà, c'est sans escale. On sait qu'on a toutes les ressources en nous pour y arriver. On sait que ça va être très subtil, qu'il va falloir exécuter un certain nombre de gestes techniques et économiser toutes ces ressources pour arriver à notre objectif. Et on n'a pas une goutte d'essence en plus, on n'a pas le droit de retourner à la station-service. C'est pas possible. Donc c'est à nous de trouver les moyens d'économiser nos ressources. Pour moi, l'apnée, c'est une discipline assez frugale. En fait, c'est assez simple. On doit descendre le plus profondément possible avec une seule inspiration. Et ça fait écho à beaucoup de choses sur voilà, l'environnement et comment on utilise les ressources. Je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup mieux en utilisant moins, et c'est ce que j'apprends avec ma discipline. Comment on peut entraîner notre corps, nos muscles à être plus performants en utilisant moins d'énergie. Du coup, ça renvoie au fait que dans la voile, la manœuvre, ça reste quand même un élément important de la compétition, puisque régulièrement, on a des voiles à hisser, à affaler, des manœuvres à effectuer, virer de bord, empanner. Et tout ça, c'est très physique. J'ai un bateau qui pèse près de 9 tonnes. Et des voiles à charrier, des centaines de kilos de matériel qui sont dans des sacs et qu'il faut matosser, c'est-à-dire qu'il faut les déplacer de bâbord à tribord, de tribord à bâbord. Et du coup, la notion de physique est prédominante. Plus je suis grande, plus je suis forte et plus c'est facile. Et à l'inverse, plus c'est difficile. Et moi, je suis un petit gabarit, un petit peu comme toi, Alice. Mais ce qui est important pour moi, c'est justement d'apprendre dans ma préparation à utiliser 100% de mon potentiel, sachant qu'à un moment donné, je ne peux pas augmenter mon potentiel. Enfin, en tout cas, je peux l'augmenter jusqu'à une certaine limite. Mais par contre, l'utiliser à 100%, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a encore, et tous les navigateurs, on a encore beaucoup à travailler. Et c'est ce que j'ai appris dans ma préparation physique, dans ma préparation mentale. C'est vraiment à mettre toutes mes ressources au service, à un moment donné, d'un effort, d'un mouvement, d'une manœuvre. Tout mettre au service de ce mouvement et ensuite tout mettre en repos et en récupération quand c'est le moment de récupérer. Pour justement, avec peut-être moins de force, réussir aussi bien que un de mes concurrents qui aura beaucoup plus de force. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Isabelle, parce que je me bats dans ma discipline pour parler de ça. Je trouve ça complètement incohérent de développer des ressources qu'on n'utilisera pas. Et cette notion d'utiliser 100% de nos ressources qu'on a créées, qu'on a appris à utiliser, je trouve ça fascinant. Parce qu'en fait, dans ma discipline, en effet, je me mesure à des hommes qui ont des capacités pulmonaires de 12 litres, alors que moi, c'est moitié moins. Ils ont des muscles à n'en plus finir. Ils sont athlétiques comme jamais. Et pourtant, j'arrive à faire les mêmes performances.
Et pour moi, cette notion de superflu, c'est extrêmement important. Je veux trouver ce juste équilibre à créer ce que je vais utiliser, en fait. Et dans l'apnée, c'est assez stupéfiant de voir, en effet, qu'on a cru pendant de longues années qu'il fallait être musclé, qu'il fallait avoir une cage thoracique énorme. Et on est en train de faire changer ces idées reçues. Et ça me plaît énormément parce que c'est ce que je ressens. Comme tu dis, on est loin d'avoir compris ça et d'optimiser ça dans nos sports. Moi, j'ai l'impression de faire un sport où quand même la force physique est indispensable, puisque je passe mon temps, moi, à tourner les manivelles et à porter, comme je disais, à hisser, tirer, pousser. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, en apnée, il y avait cette notion de muscle. En tout cas, c'est quelque chose qui a été mis en avant jusqu'à aujourd'hui. En fait, comme c'était une discipline qui était très masculine et que cette discipline qu'est l'apnée était perçue seulement comme un sport, qui dit sport dit corps athlétique et dit puissance, force, muscle. Alors que finalement, l'apnée, c'est une discipline où justement on se met en mode économie. Et si on se met en mode économie, moi, je comprenais pas pourquoi il fallait développer autant une structure, une machinerie qu'il allait falloir alimenter, en fait. Et je misais plus sur cette douceur, fluidité, adaptation, flexibilité. Ce qu'il y a de différent dans cette discipline qu'est l'apnée, c'est que la porte d'entrée, c'est de se priver d'une fonction vitale. Et on est bien loin du sport. Et moi, j'en suis encore à la porte d'entrée, en fait. Je veux comprendre qu'est-ce que ça fait de se priver de respirer. Pourquoi je me prive de respirer? À quoi ça me renvoie? Comment j'arrive à être aussi forte en me privant d'une fonction vitale? Le sport, ça vient qu'après, en fait. Et c'est minime. Par exemple, par rapport à toi, j'ai pas des centaines de kilos de marchandises à basculer de tribord à bâbord, de tourner des manivelles. J'ai juste à essayer de me détendre et à économiser l'air et à faire que je deviens qu'un seul élément avec l'eau. Bien sûr, il faut que je remonte et il faut s'arracher du fond, mais c'est qu'une petite partie, pour moi, de la performance. Du coup, je me rends compte pourquoi moi j'attache autant d'importance à la souplesse depuis que j'ai choisi de me préparer en assumant que je suis un petit gabarit, que je suis une femme et que j'ai peut-être d'autres atouts en tant que femme que mes concurrents masculins. En fait, j'évalue presque mon état. Est-ce que je suis bien? Plus je suis souple, plus je sais que je serai bien. Et je me rends compte que même psychologiquement, je me projette dans ma course avec cette souplesse en me disant c'est la souplesse qui va me permettre d'encaisser les coups du bateau dans la vague. C'est la souplesse qui va me permettre de bien atterrir si je tombe, parce qu'on tombe beaucoup. D'ailleurs, il ne faut pas trop tomber parce que ça peut faire très mal. Mais en tout cas, on est tellement secoué que ça arrive parfois. C'est la souplesse qui va me permettre de traverser la tempête. Et en fait, pour moi, ça, c'est une force aujourd'hui. Et c'est vrai que en m'appuyant là-dessus, j'ai moins peur de ce qui peut arriver. C'est très beau parce qu'en effet, c'est cette agilité qui nous permet de rebondir face à n'importe quelle situation d'adversité. Il n'y a rien qui se fait en force. Il n'y a rien qui se fait. On n'apprend pas sous la contrainte. Ici à Lorient, Alice, on croise les doigts, on touche du bois. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter?
de suivre ma voie. Génial, j'adore. Et quelques jours plus tard, je recontacte Alice Modolo. Elle n'a pas dépassé son propre record de 95 mètres, mais il s'est passé tout autre chose. En fait, si j'ai bien tout compris, tu n'as pas décroché le tag des 100 mètres, mais tu as décroché de l'or. C'est tout à fait ça, en fait. La victoire n'est pas toujours là où on l'attend. Et je m'attendais pas, en décrochant ce tag, de décrocher cette victoire de Coupe d'Europe. Il faut juste rester sans arrêt ouvert aux opportunités. Et des fois, on veut absolument quelque chose à un moment donné, mais c'est pas le bon moment. La vie veut pas nous le donner. Il faut savoir du coup rebondir et rester ouvert à ce qui peut se passer. Et pour moi, cette victoire, c'est vraiment ce qu'elle symbolise. Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Péniteau, avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. À très vite pour d'autres épisodes sur la préparation d'Isabelle jusqu'au Vendée Globe, et même pendant la course. Bon vent à vous!